Venin. Il était minuit quand je rentrais chez moi en voiture. Les fenêtres de la chambre de Harry donnaient sur le côté du bungalow et, de crainte qu'un faisceau lumineux le réveille, je baissais les phares en arrivant au portail. Mais en remontant l'allée, je vis ses fenêtres éclairées. Harry était encore éveillé, à moins qu'il ne se fût assoupi en lisant. Je rangeais ma voiture, montais les 5 marches de la véranda en les comptant une à une dans le noir pour ne pas buter au sommet. Traversant la véranda, je poussais les portes en toile métallique du bungalow. Dans le hall, j'allumais, me dirigeais vers la porte de Harry et l'entrouvris sans bruit pour jeter un coup d'œil dans sa chambre. Harry était allongé sur son lit. Bien qu'éveillé, il ne fit pas un mouvement, ne tourna même pas la tête vers moi, mais je l'entendis murmurer. « Timber, viens ici !» Il parlait bas, en détachant chaque syllabe. Ouvrant la porte, je traversai vivement la pièce. « Arrête ! Attends un instant !» Il articulait avec effort, et je l'entendais à peine. « Harry, qu'est-ce qu'il y a ?»« Chut !» souffla-t-il. « Chut ! Pour l'amour du ciel, ne fais pas de bruit. Enlève tes chaussures avant d'approcher. Je t'en supplie, Timber, fais ce que je te dis. » Il me rappela ce pauvre George Barling, le jour où, adossé à un moteur d'avion, il avait reçu une décharge en plein ventre. Les 2 mains appuyées sur la plaie, il avait vomi des injures contre le pilote allemand d'une voix basse, tendue, rauque, comme Harry en ce moment. « Vite, Timber, mais enlève d'abord tes chaussures. » Je ne comprenais rien à cette insistance, mais, s'il était aussi malade qu'il en avait l'air, mieux valait ne pas le contrarier. Je me baissai donc, retirai mes souliers, et, les laissant au milieu de la pièce, m'approchai du lit. « Attention ! Ne touche pas le lit ! Pour l'amour du ciel, ne touche pas le lit !» Il continuait de parler comme s'il avait une blessure au ventre. Aux 3/4 enveloppé par le drap, vêtu d'un pyjama rayé bleu, marron et blanc, il transpirait à grosses gouttes. La nuit était chaude, je transpirais aussi, mais pas comme Harry. Son visage ruisselant avait trempé l'oreiller autour de sa tête. Je pensais, c'est une forte crise de paludisme. « Harry, qu'est-ce qu'il y a ?»« Un serpent, » murmura-t-il. « Un serpent ? Mon Dieu, mais où t'a-t-il piqué ? Quand ? » « Tais-toi !» souffla-t-il. « Écoute, Harry. » Je me penchai pour toucher son épaule. « Il faut faire vite. Dis-moi où il t'a piqué. » Il ne bougea pas, raide, tendu comme en proie à une violente douleur. « Je n'ai pas été piqué, » dit-il à voix basse. « Pas encore. Il est là, sur mon ventre. Il dort. » Je reculai malgré moi et regardai le ventre de Harry. Le drap formait de nombreux replis. Il était difficile de voir s'il cachait quelque chose. « Tu ne vas pas prétendre sérieusement qu'il y a un serpent sur ton ventre en ce moment ? Je te le jure !»« Mais comment est-ce possible ?» Question stupide, car Harry ne plaisantait pas, c'était visible. Il fallait insister au contraire pour qu'il se tienne tranquille. « Je lisais » dit Harry à voix basse, détachant les syllabes pour ne pas faire bouger les muscles de son ventre. Couché, je lisais. Soudain, j'ai senti quelque chose qui remuait, sur ma poitrine, derrière mon livre, une sorte de chatouillement. J'ai jeté un coup d'œil, un petit serpent rampait sur mon pyjama, tout petit, à peine 25 centimètres. Savait qu'il fallait pas bouger, de toute façon, n'aurait pas pu. Le surveillait, pensait qu'il allait passer par-dessus le drap. Harry se tut. Ses yeux descendirent le long de son corps et se posèrent sur le drap qui couvrait son ventre. Évidemment, il s'assurait que son murmure n'avait pas dérangé l'ennemi, caché. Le drap faisait un repli. Il parlait plus lentement et si bas que je devais me pencher vers lui pour l'entendre. « Tu vois, il y est encore. Il s'est glissé là-dedans. Je l'ai senti ramper sur mon ventre à travers le pyjama. Au bout d'un moment, il n'a plus bougé. Tranquille, bien au chaud, probablement endormi. Je t'attendais. » Il leva les yeux vers moi. «
Depuis combien de temps ? Des heures, chuchota-t-il. Des heures qui m'ont paru drôlement longues. Je n'en peux plus. J'ai envie de tousser. Son histoire n'avait rien d'invraisemblable et ne m'étonna pas. Les serpents qui aiment la chaleur rôdent souvent autour des habitations. Leur piqûre doit être traitée instantanément, sinon la mort est foudroyante. On déplore chaque année au Bengale de nombreux accidents mortels dus aux serpents. Je comprends, mon pauvre Harry, je chuchotais moi aussi. Ne bouge pas et surtout ne parle pas si ce n'est pas absolument nécessaire. Les serpents attaquent seulement lorsqu'ils ont peur, tu le sais. Nous allons vite trouver le moyen d'arranger ça. Je quittai la chambre, en chaussettes, sans faire de bruit, pris un petit couteau bien effilé à la cuisine, le mis dans ma poche, prêt à m'en servir en cas de nécessité. Si par malheur Harry bougeait ou toussait, le reptile prenant peur pourrait le mordre. Il faudrait alors taillader la plaie et essayer de sucer le venin. Je revins dans la chambre et m'approchai de Harry, toujours raidi, immobile et suant sang et eau. Les yeux fixés sur moi, il se demandait visiblement ce que j'étais allé faire. Je me creusai la tête pour trouver quelque chose. Au bout d'un moment, mettant la bouche contre son oreille, je dis « Harry, je pense que la meilleure solution serait de replier le drap tout doucement pour voir ce qui se passe là-dessous. Je suis sûre d'y arriver sans réveiller le serpent. »« Ne sois pas idiot !» Il parlait si bas, si doucement, avec tant de précaution, que sa voix était sans expression. Seul le regard et les coins de la bouche vivaient. « Pourquoi ? Tu ne vois pas qu'une lumière subite lui ferait peur ? Là-dessous, il fait sombre. Et si je rabattais le drap d'un seul coup et te débarrassais du serpent avant qu'il n'ait eu le temps de mordre ? Pourquoi n'appelles-tu pas un docteur ? Dit Harry, et le regard dont il me gratifia me fit comprendre que j'aurais dû y penser moi-même. Un docteur ? Mais oui, tu as raison. Je vais appeler Ganderby. Je sortis dans le hall sur la pointe des pieds, cherchai le numéro de Ganderby dans l'annuaire, pris le récepteur et criai à l'opérateur de faire vite. « Docteur Ganderby, ici Timber Woods à l'appareil. »« Allô, monsieur Woods ? Comment ? Pas encore couché ? Docteur, pouvez-vous venir tout de suite en apportant du sérum pour une piqûre de serpent ? » « Qui a été piqué ? » La question lancée d'une voix stridente éclata dans mon oreille. « Personne encore, docteur, mais un serpent s'est glissé dans le lit de Harry Pope et dort lové sur son ventre. » Au bout du fil, il y eut un imperceptible silence, puis le docteur parla, sans violence cette fois, mais au contraire avec lenteur et précision. « Insistez pour qu'il reste tranquille. Il ne doit ni bouger, ni parler. Vous avez compris ? Mais oui, je viens tout de suite. » Il raccrocha. Je retournai auprès de Harry, qui m'interrogea du regard. « Ganderby arrive. Il dit que tu ne dois pas bouger. »« Et qu'est-ce qu'il s'imagine que je fais, bon Dieu ?» ?»« Écoute, Harry, il a dit aussi qu'il ne fallait plus parler. »« Alors boucle-la !» Lorsqu'il prononça ces mots, je m'aperçus qu'un muscle se contractait au coin de ses lèvres. Ce tic nerveux dura quelques secondes, même après qu'il eut cessé de parler. Je pris mon mouchoir et, avec précaution, essuyai la sueur qui ruisselait sur sa figure et son cou. Sous mon mouchoir, je sentais le muscle se crisper. J'allai à la cuisine sur la pointe des pieds, pris de la glace dans le bac du réfrigérateur et l'écrasai, roulé dans une serviette. Ce tic de la bouche ne me plaisait pas du tout, ni cette manière de s'exprimer. Je revins dans la chambre avec la glace et la mis sur le front de Harry. « C'est pour te rafraîchir. » Il tourna les yeux vers moi, retint sa respiration et siffla entre ses dents. « Enlève-moi ça, idiot ! Tu vas me faire tousser !» Au coin de sa bouche, le muscle se remit à tressaillir. La lumière des phares éclaira la fenêtre et la voiture de Ganderby vira devant le bungalow. J'allai à sa rencontre, le paquet de glace à la main. « Comment va-t-il » demanda le docteur, sans s'arrêter pour entendre ma réponse. Il grimpa l'escalier 4 à 4, poussa les portes en toile métallique, entra dans le hall. « Où est-il ? Dans quelle pièce ?» Il posa sa serviette sur une chaise et me suivit dans la chambre de Harry.
Chaussé de souples pantoufles, il se mouvait sans bruit, délicatement, prudemment, comme un chat. Du coin de l'œil, Harry l'observait. Ganderbaï s'approcha du lit, le regarda et lui sourit pour le rassurer et lui faire comprendre que ce n'était pas grave, il n'avait plus besoin de s'en faire. Le docteur Ganderbaï le tirerait de ce mauvais pas. Ganderbaï retourna dans l'entrée et je le suivis. « On va lui faire une injection de sérum », dit-il en ouvrant sa trousse pour préparer le nécessaire. Intraveineuse, bien entendu. Mais il faut faire très attention. Il ne doit pas broncher sous la piqûre. Après avoir stérilisé la seringue à la cuisine, il la prit d'une main et de l'autre un petit flacon dont il perça la capsule de caoutchouc, puis, tirant sur le piston, il transvasa le liquide jaune pâle qu'il contenait dans la seringue qu'il me tendit ensuite. « Tenez-moi ça jusqu'à ce que j'en ai besoin. » Il ramassa sa trousse et nous retournâmes dans la chambre. Grand ouverts, les yeux de Harry étaient devenus très brillants. Ganderbaï se pencha avec d'infinies précautions, comme un homme qui manie une dentelle précieuse, et parvint à retrousser la manche du pyjama en la roulant au-dessus du coude sans bouger le bras de Harry. Pendant cette opération, il se tenait à bonne distance du lit. Il murmura alors à l'oreille de Harry. « Je vais vous faire une piqûre intraveineuse, du sérum. Ce n'est rien, mais il ne faut pas bouger. Ne contractez pas les muscles de votre abdomen. Détendez-vous. » Harry jeta un coup d'œil à la seringue. Ganderbaï tira de sa trousse un tuyau de caoutchouc rouge, le fit glisser doucement sous le bras de Harry, l'enroula autour du biceps et fit une solide ligature. Puis, il nettoya une petite surface de peau avec de l'alcool, me tendit le tampon humide et prit la seringue que je tenais. Il l'éleva vers la lumière, loucha sur ses chiffres gradués et d'un léger coup de piston fit rejaillir quelques gouttes de liquide jaune. Immobile près de lui, je fixais Harry, qui lui fixait le médecin. Harry suait toujours. Son visage brillait comme s'il était enduit d'une épaisse couche de crème grasse qui se répandrait sur l'oreiller en fondant. Gonflé par le garrot, la veine bleue saillait à la saignée du coude de Harry. Je vis la seringue s'en approcher doucement. Ganderbaï, tenant l'aiguille presque à plat, la glissa de biais sous la peau avec douceur et fermeté. L'aiguille pénétra dans la veine comme dans du fromage. Harry, qui regardait le plafond, ferma les yeux, les rouvrit, mais ne broncha pas. L'opération terminée, Ganderbaï se pencha et, mettant sa bouche contre l'oreille de Harry, murmura « Maintenant, vous ne craignez plus rien, même si vous êtes piqué. Mais ne bougez pas, je vous en conjure. Ne bougez pas, je reviens dans un instant. » Ramassant sa trousse, il sortit dans le hall et je le suivis. « Est-il à l'abri du danger maintenant ?» demandai-je. « Non. »« Pas du tout ?» Le petit médecin hindou, debout au milieu du hall, se frottait du doigt la lèvre inférieure et semblait réfléchir. « Mais le sérum doit offrir tout de même une certaine garantie, non ?» Sans me répondre, il se dirigea vers les portes de toile métallique qui donnaient sur la véranda. Je crus qu'il allait sortir, mais il s'arrêta sur le seuil et resta là, debout, les yeux perdus dans la nuit. « Mais enfin, ce sérum n'est-il pas efficace ?» demandai-je. « Malheureusement non, » répondit le docteur sans se retourner. « Il peut le sauver en cas de morsure, mais ce n'est pas certain. Il faut trouver autre chose, mais quoi ? Ne pourrions-nous retirer vivement le drap et débarrasser Harry du reptile avant qu'il n'ait le temps de réagir ? À aucun prix. Nous n'avons pas le droit de prendre un tel risque. » Le ton était brusque et la voix plus aiguë que de coutume. « Mais on ne peut pas le laisser dans une telle situation. Il devient nerveux et cela m'inquiète. »« Je vous en prie, s'écria le docteur en levant les bras au ciel. « Pas si vite, de grâce. Ce n'est pas une affaire dans laquelle on puisse se lancer tête baissée. » Il s'épongea le front avec un mouchoir, puis resta planté là, les sourcils froncés, se mordillant la lèvre. « Il y aurait peut-être un moyen d'en venir à bout, » dit-il enfin. « Savez-vous ce que nous devrions faire ? Anesthésier le reptile, l'anesthésier pendant qu'il dort. » L'idée me parut extraordinaire, et j'en félicitai le docteur.
Oh, ce n'est pas sans danger, continua-t-il, car le serpent est un animal à sang-froid, et moins sensible à l'anesthésie que les autres animaux. Mais nous n'avons pas le choix. Voyons, faut-il employer de l'éther ou du chloroforme ? Il parlait lentement, tout en réfléchissant. Lequel des deux allons-nous employer ? Le chloroforme, dit-il, se décidant brusquement. Du chloroforme ordinaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant faisons vite. Il me saisit par le bras et me poussa vers la véranda. Sautez dans votre voiture, allez jusqu'à chez moi. Pendant ce temps, je vais téléphoner à mon boy pour le réveiller. Quand vous arriverez, il vous mènera à mon armoire à pharmacie. Tenez, voici les clés. Vous verrez le flacon de chloroforme. Il porte une étiquette orange et le nom du produit est inscrit dessus. Il vaut mieux que je reste ici au cas où il arriverait quelque chose. Mais dépêchez-vous. Non, non, vous n'avez pas besoin de vos souliers. Je roulais à toute allure et en moins d'un quart d'heure, j'étais de retour avec le chloroforme. Ganderbaï vint à ma rencontre dans le hall. « Vous l'avez » s'écria-t-il. « Bon, je viens de lui expliquer ce que nous comptons faire. Mais il faut faire vite, la situation n'est pas drôle pour lui et je crains qu'il ne bouge. » Le docteur retourna dans la chambre, où je le suivis, tenant à deux mains le flacon. Toujours couché dans la même position, Harry continuait à transpirer, et son visage ruisselant était cireux. Il me regarda, et je lui souris, en signe d'encouragement. Mais voyant qu'il ne comprenait pas, je levai le pouce. Alors, rassuré, il ferma les yeux. Ganderbaï, accroupi près du lit, le tuyau de caoutchouc qui avait servi de garrot à ses pieds, fixait un entonnoir de papier à l'une de ses extrémités. Le médecin hindou commença alors à tirer sur la partie du drap, repliée sous le matelas. Il se tenait à bonne distance du lit, à la hauteur du ventre de Harry. Ses doigts tiraient le bord du drap avec de telles précautions qu'on ne voyait bouger ni ses mains, ni l'étoffe. Il réussit enfin à dégager le drap, glissa dans l'ouverture le bout du tuyau et le poussa peu à peu vers le corps de Harry. Combien de temps dura l'opération ? 30, 40 minutes ? Je l'ignore. Le tuyau pénétrait sous le drap. Je le savais parce que sa partie visible diminuait insensiblement, mais à aucun moment je ne m'aperçus qu'il bougeait. Le serpent ne pouvait percevoir le moindre frémissement. Ganderbaï transpirait maintenant à son tour. De grosses perles de sueur tremblaient sur son front et au-dessus de ses lèvres. Ses gestes, pourtant, demeuraient fermes et tranquilles. Je remarquai qu'au lieu de regarder ses mains, il tenait les yeux fixés sur la partie du drap qui recouvrait le ventre de Harry. Sans lever la tête, il fit un geste vers le chloroforme. J'enlevai le bouchon de verre et lui tendis le flacon, m'assurant, avant de le lâcher, qu'il le tenait bien. D'un mouvement de tête, il me fit signe d'approcher et me chuchota. « Dites-lui que je vais imprégner le matelas de chloroforme. Il éprouvera une vive sensation de froid. Qu'il s'y prépare, de façon à ne pas sursauter. Il ne faut pas qu'il bouge. » Je me penchai à l'oreille de Harry et lui transmis le message. « Dis-lui de se dépêcher !»« Il commence tout de suite. Tu vas sentir un grand froid. Harry, il faut t'y préparer. »« Mais bon Dieu, faites vite, faites vite !» Pour la première fois, Harry avait légèrement haussé le ton. Ganderbaï releva brusquement la tête, le dévisagea pendant quelques instants, puis se remit au travail. Il versa quelques gouttes de chloroforme dans l'entonnoir, puis attendit que le liquide se soit écoulé dans le tube. Il recommença à verser, attendit de nouveau. L'odeur écœurante du chloroforme se répandit dans la chambre, m'évoquant de vagues et déplaisants souvenirs. Infirmière en blouse blanche et chirurgien blanc, dans une salle blanche, autour d'une longue table blanche. Ganderbaï versait maintenant le liquide d'une manière continue. Je voyais les lourdes vapeurs du chloroforme s'enrouler en volutes, comme une fumée, au-dessus de l'entonnoir. Le docteur s'arrêta, vérifia à la lumière le contenu du flacon, versa le reste dans le tuyau et me tendit le verre vide. Il retira lentement le tube de caoutchouc, le dégagea du drap et se releva. L'effort qu'il venait d'accomplir semblait avoir épuisé le docteur. Je me rappelle que, lorsqu'il se retourna vers moi pour me parler, sa voix me parut atone et très lasse.
Nous accorderons encore un quart d'heure au reptile, dit-il, pour être tout à fait sûr qu'il est endormi. Ce sera plus prudent. Mais bon Dieu, pourquoi ne pas vous en assurer tout de suite? Harry avait, de nouveau, élevé la voix. Ganderbaï sursauta, sa petite face brune brusquement contractée par la colère, et fixa Harry de ses yeux de jaïs. Le muscle au coin de la bouche de Harry se remit à tressaillir. Je pris mon mouchoir, épongeai son visage, essuyant doucement son front pour le réconforter dans cette dernière épreuve. Nous nous tenions derrière le lit. Ganderbaï continuait à fixer Harry avec une curieuse et surprenante intensité. On eût dit que le petit hindou concentrait toutes ses forces pour obliger Harry à se tenir tranquille. Silencieux, immobile, il ne quittait pas son patient du regard. J'avais l'impression qu'il lui répétait sans cesse « Il faut m'écouter. Vous n'allez pas tout gâcher maintenant. Restez tranquille. Vous m'entendez ?» Harry, tendu, ruisselant, la bouche agitée par son tic, fermait les yeux, les rouvrait, me regardait le plafond, comme s'il voulait éviter à tout prix le regard du docteur. Cependant, celui-ci le tenait sous son emprise. L'odeur nauséabonde du chloroforme m'écœurait, mais je ne pouvais quitter la chambre. J'éprouvais un sentiment étrange, comme si quelqu'un était en train de gonfler un immense ballon, un ballon qui allait éclater d'un instant à l'autre. Je le savais, mais j'étais incapable d'en détourner les yeux. Enfin, Ganderbaï se retourna et me fit un signe de tête pour me faire comprendre que le moment d'agir était venu. « Passez de l'autre côté du lit, » me dit-il. « Nous allons prendre chacun une extrémité du drap pour le replier vers ses pieds, d'un mouvement très lent. Mais attention! Allez-y, tout doucement. » Je recommandai à Harry de ne pas bouger et contournai le lit, faisant face à Ganderbaï. Après avoir soulevé le drap, pour éviter qu'il n'effleure le corps de Harry, nous commençâmes à le rabattre très lentement, nous tenant tous deux à l'écart du lit, mais penchés en avant pour essayer de jeter un coup d'œil sous le drap. L'odeur du chloroforme était insupportable. Je me souviens encore de mes efforts désespérés pour retenir ma respiration et empêcher cette horreur de pénétrer dans mes poumons. Peu à peu, la poitrine de Harry, ou plutôt la veste de son pyjama rayé, se trouva entièrement découverte. Puis, je vis le nœudsage du cordon qui retenait son pantalon, et, un peu plus bas, sur la braguette, un joli petit bouton de nacre. Moi qui n'avais jamais eu de bouton, même ordinaire, sur un pantalon de pyjama, je fus frappé de tant de luxe. Ce Harry tout de même, pensai-je, quel raffiné. Aux heures de grande tension morale, nous sommes parfois la proie de considérations frivoles. Je me rappelle encore parfaitement toutes les réflexions nées de la coquetterie de Harry et de ce bouton de nacre. À part ce bouton, il n'y avait absolument rien sur le ventre de Harry. Nous repliâmes le drap un peu plus rapidement, découvrant les jambes et les pieds. Le drap traînait par terre, au pied du lit. « Ne bougez pas, » dit Ganderbaï. « Ne bougez pas, monsieur Pope. » Et il se mit à regarder attentivement tout le long du corps de Harry et sous ses jambes. « Il faut faire attention, » ajouta-t-il. « Il peut s'être caché. Il s'est peut-être faufilé dans une jambe de votre pyjama. » À ces mots, soulevant vivement la tête, Harry se mit à considérer ses jambes l'une après l'autre. Puis, il se leva d'un bond sur son lit et les agita frénétiquement. Une même pensée nous traversa l'esprit. Il vient d'être piqué. Le docteur cherchait déjà dans sa trousse le garrot et le scalpel, quand Harry, cessant de gambader, s'arrêta brusquement, regarda le matelas sous ses pieds et cria « Il n'est pas là !» Ganderbaï se redressa et, à son tour, regarda un moment le matelas, puis leva les yeux sur Harry. Son patient n'avait pas été piqué, et ne le serait pas. Il n'allait pas mourir, et tout était pour le mieux. Mais chose curieuse, cette constatation ne parut réjouir personne. « Monsieur Pope, êtes-vous absolument certain d'avoir vu ce serpent ?» Ganderbaï prononça ces mots d'un ton qui ne lui était pas habituel. « Vous n'auriez pas rêvé par hasard, monsieur Pope ?» À la façon dont il regardait Harry, il était visible que l'ironie ne reflétait rien d'autre
que le besoin de se détendre après une violente tension. Debout sur son lit, dans son pyjama rayé, Harry lança au docteur un regard furieux et, rouge de colère, hurla. « Alors je suis un menteur !» Canterbury ne répondit pas. Toujours debout sur son lit, Harry fit un pas en avant, les yeux étincelants. « Espèce d'infecte vermine, sale petit hindou !»« Harry ! Tais-toi !» criai-je. « Saleté ! Vous n'êtes qu'une saleté !»« Harry !» criai-je. « Assez ! Assez !» J'essayai vainement de le faire taire. C'était affreux de l'entendre vomir de telles horreurs. Canterbury quitta la pièce comme s'il n'avait rien entendu. Je le suivis et, entourant ses épaules de mon bras, l'accompagnai sur la véranda. Il ne faut pas en vouloir à Harry. Cette histoire l'a bouleversé. Il ne sait plus ce qu'il dit. Ensemble, nous descendîmes les marches et, traversant l'allée, gagnâmes dans l'obscurité l'endroit où était garée sa vieille Maurice. Il ouvrit la portière et s'installa au volant. « Vous avez été absolument magnifique, dis-je, et je vous remercie beaucoup d'être venu. »« Il a surtout besoin de prendre des vacances, » dit le docteur d'une voix tranquille, sans me regarder. Puis, il mit le moteur en marche et disparut.